Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnels. Alors aujourd'hui, voilà, c'est spécial Wall Street, la City, on va parler vraiment de finances. Et pour ça, je reçois quelqu'un que j'ai déjà reçu, mais la première fois ici dans ce plateau, c'est notre ami Jacques Cheminade. Président de Solidarité et Progrès. Comment allez-vous, cher Jacques ? Ça va très bien, je vous remercie de me recevoir pour dire des choses qui ne seront pas celles qui sont habituellement dites. Oui, parce que je vous ai vu aussi en manifestation, parce que voilà, vous avez même manifesté à l'époque contre le pass sanitaire, et là, vous avoir en plateau, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez que je vous regardais déjà... Mais attendons la fin. Attendons la fin, bien sûr. Je vous regardais déjà en 95, quand vous êtes présenté au présidentiel. J'étais adolescent et déjà à l'époque, j'ai beaucoup aimé votre discours qui était assez novateur par rapport au discours ambiant politique, en tout cas de l'époque. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté mon compte de campagne. Aujourd'hui, 25 ans après, on a tout le récit de comment ça s'est fait. C'est scandaleux. Ça ferait rougir un mafieux de Palerme. Un mafieux de Palerme, rien que ça. Non mais ça prouve que... Et tout arrive dans l'histoire. C'est Jacques Robert qui était désigné au Conseil constitutionnel par Laurent Fabius, qui n'en pouvait plus et qui a dit « on vous a fait un sale coup » et qui m'a expliqué pourquoi. Alors pour lui, c'est parce que j'étais un perturbateur dans le jeu, je ne faisais pas partie de la tribu, je veux dire de la tribu de la bourgeoisie française en général. Et il a ajouté mais moi, je ne veux pas supporter ça. Je dis, c'est pas seulement ça. J'ai parlé de la crise financière et j'ai dit que dans 10 à 12 ans, elle allait se produire parce que le monde de Wall Street et de la City était incapable de créer les conditions d'un développement économique dans les pays occidentaux et dans le monde. Justement, on parlera de ça. Parce qu'il y a eu cette crise de 2008 que vous avez prévue 15 ans à l'avance. Et puis on se dira, est-ce que depuis 2008, ça a changé ? Mais on en parlera. Avant ça, je vais présenter les amis qui sont autour de vous à cette table. Alors d'abord, François Martin, géopolitologue, et puis HEC aussi. Donc du coup, là, vous êtes entre potes, là. On est censé se tutoyer, s'appeler camarade. Voilà. Sous peine de mort, si j'ai bien lu les statuts HEC. Auteur d'un excellent livre sur l'Ukraine, un basculement du monde. Bonsoir, cher François, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Quand on est ici, on est bien. Bon, ça me fait plaisir. Et c'est sincère. C'est très gentil. Tout à fait sincère. Donc, vous êtes prêt pour ce soir Absolument. Pour réagir à cette finance ? Oui, parce que j'ai travaillé non pas dans la finance, mais dans les marchés à terme pendant 10 ans, dans les sucres. Et en fait, les rapports entre le marché et la réalité de l'activité est passionnante à étudier. Et les gens, en général, ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un marché, alors ils rejettent les marchés. C'est plus compliqué que ça, mais je pense qu'on aura l'occasion de l'expliquer. On va en parler. En face, nous avons notre ami Patrick Pazin, éditeur Novi Mondi. Il édite nombre d'auteurs et il prend beaucoup de risques. Bonsoir, cher Patrick, comment ça va ? Très bien, encore merci pour ton invitation. C'est un grand plaisir. Hein. Oui. Donc là, tu as des livres là. Tiens, oui. Parle-nous-en un petit peu. Wow, on les garde pour la fin. Ah, on les garde pour la fin. Parce que tu vois, j'ai apporté une surprise. Ah, d'accord. Comme j'aime beaucoup les surprises. Non, mais une bonne surprise. On en parlera à la fin, du coup. Donc, merci à toi, cher Patrick. Et à ta droite, Lucien Cerise, éditorialiste ce soir pour Géopolitique Profonde. Comment ça va, cher Lucien ? Ça va très bien, comme à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on parlera de quoi dans l'édito ? Alors, les deux antisionismes. Ah ! Parce qu'il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux. Voilà, donc je ne vais pas aller trop loin parce que le temps est limité. Mais voilà, ne cassons pas la deuxième surprise. On a 4 heures, non ? Par personne. Voilà. L'émission va finir à 3h du matin, mais dimanche. Voilà. Non, mais c'est bien de prévenir nos téléspectateurs. Merci, cher Lucien. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, c'est celle-ci. Les 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde, vous pourrez vous y abonner en cliquant sur le lien en dessous. N'hésitez pas aussi à nous soutenir. Vous voyez, c'est entouré en rouge. On a mâché tout le travail. Vous cliquez dessus et une surprise apparaîtra. N'oubliez pas que votre soutien, c'est aussi pour vous parce que cette émission
est faite pour vous, et c'est grâce à vous que nous sommes ici. Dites-moi, cher Jacques Cheminade, vous êtes président de Solidarité et Progrès. Comment on pourrait définir, parce que c'est une sorte un peu d'ovni, hein. J'utilise le mot ovni parce que c'est un petit clin d'œil aussi, parce que on a souvent parlé de ce que vous parlez, de vos projets sur Mars, qui était d'ailleurs, pour moi, que c'était avant-gardiste. Puisque mais Mars... ça appartient aux élites, il ne faut pas Bien en sûr, parler au évidemment. grand public qui ne peut pas comprendre. Ah, ça c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, Bien sûr. Elon Musk, 25 ans après, parle lui-même de Mars, pour le coup. Et Vuitton fait des émissions de mode avec des gens qui portent des scaphandres. Voilà. Donc dites-nous, solidarité et progrès, comment on le définirait aujourd'hui? Parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité sans progrès, il ne peut pas y avoir de progrès sans solidarité. Alors, je pense que je peux citer un premier élément. Je suis en 1972, je dois partir, je suis dans l'expansion économique à l'étranger, dans le corps de l'expansion économique à l'étranger, je veux partir en Chine ou éventuellement au Japon. Le chef de corps et les autorités disent « il ne se passera jamais rien là-bas ». C'est l'extraordinaire prescience de la bourgeoisie et de l'administration française. Donc, on me force pratiquement à aller à New York. C'est à New York que se passent les choses, c'est là-bas qu'il faut voir. Je vais à New York, j'essaye de voir tout ce qui arrive en ce moment dans cette ville qui me paraît en anticipation plutôt désagréable de ce qui va arriver dans le monde. Et c'est là que j'ai rencontré Lyndon LaRouche. Et ça m'a paru extrêmement intéressant par rapport à tout ce qui était dit ou en jeu en France. Alors, LaRouche disait une chose, il disait, voilà, l'économie va vers la finance et la finance va vers le virtuel. C'est le jeu de la finance. Et ce jeu sera destructeur, absolument destructeur de l'économie physique, de l'économie réelle. Donc si vous disiez ça à l'époque, vous étiez de gauche ou d'extrême gauche, ou éventuellement gaulliste pour certains. Mais il disait, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'héritage, entre autres, de Woodstock, mais pas seulement, une sous-culture, une contre-culture de la musique bruit, du sexe marchandise et de la tolérance vis-à-vis des drogues. Si vous attaquiez ça, vous étiez de droite ou d'extrême droite, contre la libération du corps, des êtres humains, etc. Il disait, ben non, on se trompe. C'est la même chose, ça avance sur deux plans. Et le dénominateur commun, c'est empêcher la population d'avoir un sens du réel, à la fois au niveau de sa compréhension des choses et au niveau de son participation à l'économie. Donc on est dans un virtuel, mais un virtuel qui joue sur les deux tableaux et qui est destructeur de toute la capacité humaine à comprendre, à connaître et à inventer, et qui est contraire à l'idée même de création. Oui, d'ailleurs, vous avez vu le premier suivi virtuel. C'est drôle parce que vous avez fait HEC, ENA, et pourtant, contrairement à tous ces gens, ces hauts fonctionnaires qui ont votre parcours, eh bien, vous êtes différents. Comment vous avez cultivé cette différence? Alors, j'ai un dénominateur commun avec le pape François. Je suis né à Buenos Aires. Donc, j'ai connu le péronisme. Donc, j'ai connu le populisme, une certaine forme de populisme avant l'heure. C'était très intéressant, avec tous ses défauts, tous ses problèmes, et ce que ça entraînait comme adhésion dans la population. Ouais. Plus Evita d'ailleurs que Péron lui-même. Ouais. C'était ça la première explication. La deuxième explication, c'est que c'est une éducation chrétienne qui n'était pas du tout, disons, dans la forme, mais qui était dans le comportement, je crois, dans ma famille. Et l'exemple que je peux donner, c'est on arrive dans un bateau, on vient d'Amérique du Sud, on est à la fin de 1946, le bateau s'appelait la Désirade, c'est rigolo, et il arrive quelque part, ça sent très fort, et c'est l'arrivée à Dakar, après un traversée de l'Atlantique qui était très longue, c'est un bateau mal foutu. On arrive, et je vois des gens sur le rebord qui sont en train de faire des choses, sur le bord du bateau, devant la mer. Et je dis à mon père, papa, prends-moi dans mes bras, je veux voir. Je voulais voir tout le temps. Et lui, il le fait, et après avoir dit non, il ne faut pas. Et il y avait des gens qui jetaient des pièces de monnaie pour que les policiers africains sautent et les ramassent. Et on m'a dit, tiens, voilà une pièce de monnaie pour que tu la jettes, me dit un des messieurs. Alors moi, je suis descendu des bras de mon père, j'ai jeté la pièce sur le fond, et j'ai dit, je ne ferai jamais ça. Pourquoi ? Parce que je ressentais une empathie pour ces gens-là qu'on essayait de faire jouer comme des bêtes de cirque. Et ça, c'était pour moi inadmissible. Alors, je peux citer beaucoup d'autres exemples de ces choses, mais c'est de voir un autre être humain comme un semblable qu'il ne faut pas accepter tel qu'il est,
mais tel qu'il pourrait être, tout en reconnaissant que tel qu'il est, il peut devenir tel qu'il pourrait être. Et le rôle d'un politique, c'est d'être éducateur. J'en vois pas beaucoup sur la scène politique française. C'est sûr. Donc vous aviez alerté sur cette crise de 2008, cette crise de la finance. D'ailleurs, je me rappelle, en France, on a renfloué les banques à hauteur, je crois, de 350 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Est-ce que y a quelque chose qui a changé depuis 2008 ? Ou est-ce que c'est pire ? C'est pire. C'est certainement pire parce qu'on a fait un peu comme la réforme de Macron sur la banque. C'est-à-dire qu'on a fait de fausses réformes, comme on fait de la fausse monnaie. Et on est aujourd'hui dans le monde, dans l'empire de la fausse monnaie, dans une économie de guerre, où la fausse monnaie est ce qui conduit à la guerre. Parce qu'il faut bien trouver les moyens de se couvrir et trouver les moyens d'arriver à bâtir sa force au détriment des autres dans ce système-là. Vous voyez bien que quelqu'un paye au bout. La spéculation financière dans le virtuel, on peut voir, il faut que quelqu'un paye. Et là, on y est. Et ce qui s'est passé, c'est très important que j'ai vu, c'est la chute du mur et ce qui s'est passé en Union soviétique. J'ai connu des gens qui, là-bas, préparaient, par exemple en Pologne, préparaient ce qui viendrait après, en Pologne et en Russie. C'était des universitaires, c'était des intellectuels, c'était des syndicalistes, qui avaient une vision du monde, en gros, qui était celle d'économie nationale attachée à la justice sociale et au développement. Bon, qu'est-ce qui est arrivé ? Le mur est tombé, se sont précipités l'Institut Adam Smith, l'Institut du Parti démocrate américain, le Parti républicain américain et les Anglais sont tombés dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont éliminé ces gens-là, ils ont pris tous les anciens communistes qui étaient devenus de plus en plus opportunistes et les ont reconvertis en néolibéraux, tout aussi opportunistes. Et à partir de là, il y a eu Poutine, poussé par les services, qui est venu au pouvoir et qui a essayé au départ de mettre de l'ordre là-dedans, mais avec les Occidentaux. Ça, on ne le dit pas. Il a voulu être parti de l'OTAN. Il a été dans le G8. Le G7 est devenu G8. Et auparavant, il est le premier à s'être adressé à Bush, aux États-Unis, après les attentats du World Trade Center, en disant « Je suis d'accord pour un combat commun contre le terrorisme ». On l'a envoyé au bain. Et dès 2007, il a dit « C'est plus possible ». Et à la conférence de Munich, il a dit « Nous aurons une autre politique ». En Occident, on n'a pas voulu du tout voir ce que ça voulait dire. On n'a pas du tout voulu voir la croissance de la Chine. Et aujourd'hui, on dit « Tiens, le Sud global. Tiens, il y a la Chine. Tiens, il y a la Russie. » Et grande surprise, à l'occasion de la guerre en Ukraine, sans que cette, disons, coïncidence d'opinion soit uniforme, mais il y a toute une opinion qui se retourne contre les pays occidentaux, dits occidentaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on s'interroge encore, on ne sait pas comment faire, jusqu'à Macron, qui publiquement a demandé de faire partie des BRICS à Johannesburg, et on l'a envoyé en disant « Tu ne réunis pas les conditions ». Et il l'a fait publiquement, ça ne se fait pas comme ça, il y a une diplomatie, il y a des moyens de le faire. Et en plus, on ne peut pas faire partie des BRICS, et en même temps faire partie de l'OTAN, une OTAN qui, après la conférence de Madrid, qui était en 2021, c'était avant le 4 février, avant février 2022, qui a dit l'OTAN sera globale, Stoltenberg, l'OTAN sera globale, elle s'imposera partout, y compris jusqu'en Asie, et elle sera aussi dans le domaine économique. Ce sera le bras armé de la City de Wall Street. C'est le bras armé de la finance. Oui. C'est-à-dire que, en fait, la finance nous prépare à la guerre, parce que la finance dans un ensemble, crée l'argent. Bien sûr, en créant l'argent, on crée ça. l'inflation. Oui. Et en créant l'inflation et la dette, on crée la guerre. Et il faut bien que quelqu'un paye. Alors on va faire payer le peuple dans nos pays et les pays du Sud qu'on a enchaînés par la dette. C'est-à-dire les pays du Sud, beaucoup, ont payé en monnaie nationale 3 ou 4 fois ce qui leur avait été prêté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les intérêts composés, on s'est arrangé pour corrompre les élites locales, et en plus, la baisse de la monnaie nationale par rapport au dollar. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, la fin d'un système qui ne sera pas immédiate, qui se dessine et qui est certaine, c'est la dédollarisation et la fin de ce système-là, avec quelqu'un que nous connaissons très bien, Lyndon LaRouche et moi-même, Lyndon LaRouche plus que moi, mais moi aussi, j'ai rencontré 3 ou 4 fois, Serge Glaziev, qui est l'homme avec Li Hui en Chine, qui est en train d'organiser, Sergei Glaziev, qui est en train avec Li Hui en Chine, d'organiser un nouveau système qui ne sera pas, contrairement à ce qu'on dit, avec une monnaie, mais avec un instrument de référence commun pour les excédents et les déficits. Et cet instrument sera associé
à des biens physiques. Alors il y aura l'or, il y aura probablement d'autres choses, et c'est cela qui est en cours, et c'est cela l'histoire du monde. Et en Occident, on est là, voyant ça, un peu comme une poule, lorsqu'elle trouve un morceau de craie, elle le regarde et ne sait pas quoi en faire. Oui, mais est-ce que Wall Street peut permettre la dédollarisation? Parce que si la dédollarisation, c'est la fin de l'Amérique. Oui. Alors, regardez l'Ukraine, regardez ce qui se passe en Israël. En Ukraine, on s'est aperçu qu'on ne peut pas faire mourir jusqu'au bout les pauvres Ukrainiens pour le compte de l'OTAN et des pays occidentaux. Donc on arrive au bout de cela, avec ou sans Trump. À mon avis, ça n'a pas d'importance. Pas beaucoup. Un peu, quand même. Il y a ça, d'un côté. Et on s'est aperçu que même en Ukraine, on ne trouve plus de soldats. L'âge moyen d'un soldat en Ukraine, c'est 43 ans. Aujourd'hui, on passe pour recruter de 27 à 25 ans. Et tous les jeunes s'enfuient, ils ne veulent pas être là-dedans. Donc, et les femmes sont furieuses. Et je pense qu'il faudrait réunir des femmes ukrainiennes et des femmes russes pour dire il y en a assez, maintenant on veut ce nouvel ordre financier et monétaire international et on veut la paix. La paix par le développement mutuel et par un système de sécurité commun. Ça c'est une chose. Mais regardez en Israël, les Iraniens viennent de prouver, à leur façon, qu'on peut passer à travers le dôme de défense américain, pas seulement israélien, américain. Donc il y a faiblesse du côté occidental. Il y a une double faiblesse, et sur l'Ukraine, et sur ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Moi j'appelle ça l'Asie du Sud-Ouest. J'aime pas les termes coloniaux de Moyen et Proche-Orient. Donc ce qui se passe là est très dangereux à court terme, parce que le tigre blessé devient mangeur d'hommes, comme disait Kipling dans le simple conte des collines, et les colonialistes français, anglais le savent bien, les Français aussi un peu. Donc voilà. Et à ce moment-là, on est dans une situation très dangereuse. Parce que feront ce système qui est en place, et que moi j'appelle, il faut bien parfois rire, le frimput. C'est-à-dire, c'est une sorte de grand ectoplasme financier, renseignement, industriel, médias, parlementaires, universitaires et think tank. Et tout ça forme une sorte d'ensemble dans lequel ça avance par résonance dans le monde occidental, avec la priorité, évidemment, d'une oligarchie financière qui établit ça. Mais cette chose-là vient de prouver sa faiblesse. Donc, il y a danger, parce qu'il y a danger de réaction, le tigre mangeur d'homme. Mais c'est le moment historique où la France aurait un rôle à jouer, et où nous jouons rien du tout, au contraire. Oui, mais est-ce que Macron n'est pas l'enfant de cette finance? Il est... celui qui s'est fait violer par cette finance, d'où sa soumission. Oui, parce qu'il appelle lui-même à la guerre. D'ailleurs, ça vous a surpris, ces paroles? Non, ça ne me surprend pas, parce qu'il dit n'importe quoi dans ce domaine-là. Même, prenons du point de vue des pays, disons, du système capitaliste, financier, en dégénérescence économique, mais conservant une puissance militaire. D'où la guerre, qui a commencé d'ailleurs ici par la guerre sanitaire. Donc, qui n'était pas du tout sanitaire, qui était une série de règlements, et ça on pourrait en parler plus tard. Donc, dans cet ordre-là, Macron prend des risques qui tout à fait inconsidérés. Les autres lui ont dit, si on envoyait 2000, 5000 ou 20 000 hommes, peu importe, en Ukraine, beaucoup diraient, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'article 5, c'est national. Et alors les Russes l'ont averti, avec leur façon pas toujours bien élevée. Piotr Tolstoï l'a dit de façon particulièrement brutale. Mais c'est la vérité. Et on joue avec des choses, c'est comme un enfant, malheur à la ville dans Le Prince est un enfant, donc comme un enfant qui joue avec ce qui ne conçoit pas les conséquences. Parce que toute cette élite française n'aime pas le peuple, elle a hargne vis-à-vis du peuple, dont parfois elle est élue, elle est issue même, et en même temps, elle pense qu'elle détient par le savoir, par les diplômes, par la connaissance, une supériorité vis-à-vis du reste. Alors que, si vous la voyez du point de vue même, je ne sais pas, de Bogota, du point de vue de Moscou, du point de vue de Pékin, ou du point de vue même, je ne sais pas, du Honduras, où j'ai fait mon service militaire, tout à coup, ils voient que la France n'est plus rien. Et ils se demandent pourquoi. Les Chinois, ce qu'ils me demandent, c'est comment se fait-il que la France ne joue pas sa carte? Comment se fait-il qu'elle se fasse harakiri? Ils n'arrivent pas à le comprendre, ça. Ils le comprennent mal. Ils le comprennent mal parce que
ils connaissent beaucoup mieux que nous ne connaissons l'histoire de la Chine. Dans les universités en Chine, il y a toutes des sections qui connaissent Flaubert, qui connaissent Stendhal, qui connaissent, je ne sais pas, même j'en ai trouvé qui connaissaient Marc-Sangnier et Le Signon. Ce qui a inspiré De Gaulle, entre parenthèses, mais ça, c'est une autre question. Donc, il y a une connaissance. Et nous n'avons pas cette curiosité. Ces élites-là, elles ont même perdu leur curiosité. Quand j'étais à l'ENA, je l'ai vu. Elles avaient encore une partie de cette curiosité quand j'étais à HEC, de 1960 à 1963. Plus maintenant. À l'ENA, non, plus maintenant. Parce que les financiers ont pris le pouvoir. Oui. Et le commerce est devenu finance. Il n'est pas devenu échange plus ou moins équitable de biens pour un intérêt mutuel. Bien sûr. Et du coup, j'imagine qu'avec ce discours, déjà, sur votre première présidentielle et puis ensuite sur votre deuxième présidentielle, il fallait le faire taire parce que alors, les gens ne le connaissent pas, ne savent pas tout ça. Ce qui s'est passé en France. Vous voyez, 14 février 2003, qu'est-ce que c'était ? Discours de Villepin, dernière expression de souveraineté en France. On peut aimer ou pas aimer Villepin, peu importe. C'est le dernier expression de souveraineté. C'est le 29, je crois, mai ou 28 mai, c'est le non au référendum. Là, il y a une période où la France retrouve un certain rôle, ou pourrait le retrouver. Immédiatement, il y a la soumission. Organisée par qui ? Sarkozy. Par Nicolas Sarkozy, qui a fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. La Libye, celle-là, avoir bafoué la souveraineté française, la souveraineté du peuple. Quand même, après un vote où on réunit le Congrès à Versailles et on vote par 500 et quelques voix contre 181, on vote ça. Donc, on bafoue la volonté du peuple. Il y a ces deux choses-là, plus, chez Sarkozy, l'occasion qu'il avait, et ce qu'il n'a pas fait est plus grave en ce sens, je pense, que ce qu'il a fait. Mais Sarkozy a trahi le peuple, il faut se dire les choses. Tous ont trahi le peuple. Non, mais Sarkozy a été peut-être le premier président après... Je vais être gentil avec quelqu'un que je n'aimais pas de son vivant. Jacques Chirac, j'imagine ? Non, Georges Pompidou. C'est Mitterrand. Depuis Georges Pompidou, tous ont trahi le peuple. Pompidou avait encore un certain sens, bon, il avait un peu trahi De Gaulle, mais il avait un certain sens de ce qu'est le peuple. Depuis, tous, les uns après les autres, ont descendu l'escalier par à coups. Et la preuve, on a laissé se développer en France, et c'est la conséquence de ce régime d'oligarchie financière. Il faut bien qu'un peuple l'accepte. Qu'est-ce qu'on a laissé se développer ? La pornographie, la société, la drogue, la tolérance vis-à-vis des drogues, et le faux combat de Darmanin contre les drogues, on ne touche pas au sommet, mais on touche au point de deal qui se rétabliront quelques jours après, ou quelques semaines après, ou parfois au même endroit, parfois à côté. La drogue, la pornographie, et la société des écrans. Et par rapport à cela, une politique à domination financière basée sur les compétences pour servir le système et pas une politique du savoir dans l'école. Donc la dégénérescence de l'école, qui était une des meilleures. On avait le système social à l'école. Comment on protège nos jeunes de ces écrans ? Comment on leur permet l'instruction ? Comment revenir à la France d'avant ? Parce qu'il faut que des gens qui sont au pouvoir soient des gens qui ont une formation... Je vais vous choquer, là. Il y a une formation scientifique et qui a une formation d'ingénieur. Un peu comme on l'avait, dans une certaine mesure, dans ce qu'on appelle les seules années dans lesquelles les Français se sentaient heureux. Si, il y a celle aussi juste après la guerre de 45. Mais où ils se sentaient heureux entre 60 et 69, je dirais, les années de Gaulle. Depuis, non, même sur l'année Pompidou, les gens ne se sentent pas heureux. Et c'est pas mieux avant, hein. L'espérance de vie était de 72 ans à cette époque-là, elle n'était pas très avancée. Donc on a fait mieux. Mais on a fait mieux sans une vision, sans les bases de faire encore mieux à l'avenir. On a géré quelque chose. Et on l'a géré avec l'argent qui avait été acquis auparavant, en le dépensant pour, disons, à la fois entretenir une élite diplômée, de moins en moins attachée au pays, de plus en plus attachée là où ça rapporte, dans les marchés financiers. Et l'exemple le plus frappant, c'est Polytechnique, où on va soit à l'étranger, soit on sert les marchés financiers. Voilà, on va dans les banques. Plus dans la recherche. On va dans les banques quand on est maintenant en politique. Je dois vous dire, c'est pour ça que je voulais vous choquer, il y a un pays où ils n'ont pas fait ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver en Chine après les réformes de Deng Xiaoping ? Qu'est-ce qui va arriver ? Parce que tous les intérêts vont arriver étrangers, ils vont peut-être réoccuper la Chine, ils font des zones franches. Qu'est-ce qui va arriver ? Les Chinois ont fait quelque chose. Ils ont fait un parti communiste, ont recruté des chercheurs, des ingénieurs et des gens qui avaient un sens de l'histoire. Et avec ça, ils ont pu gérer
la terrible corruption qui s'est produite en Chine dès qu'on a ouvert les choses, mais il y avait au centre un dispositif, comme sous De Gaulle en France. Marcel Boiteux était là, Paul Delouvrier était là. C'était des gens qui étaient, par rapport à ceux d'aujourd'hui, qui avaient un certain sens des conséquences de ce qu'ils faisaient et ce qui était pour leur pays. Ceux d'aujourd'hui, c'est soit le pouvoir, pour ceux qui sont à un niveau relativement plus élevé, soit la cupidité financière, et parfois les deux associés, ou le niveau sexe, plus bas. qui est la troisième. Le sexe n'est qu'un élément, oui, la pornographie. Mais c'est pas le sexe, c'est la pornographie. Sexe, le pouvoir. Mais est-ce qu'on a une nouvelle, justement, est-ce qu'on a une nouvelle génération qui aspire à s'inspirer de ces anciens? Laquelle génération? Ben, là, qu'arrive, peut-être une nouvelle génération qui arrive. Là, il y a une chance. Ils savent pas, hein. Ils connaissent pas, mais ils savent qu'il faut autre chose. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Et je pense que par rapport à cela, il faut pousser un cri qui donne un sens là où on veut aller. Il ne faut pas être trop poli ou trop analytique. Il faut tracer un horizon en disant il y a eu des grands moments dans notre pays, il y a eu des grands moments dans le monde, généralement les deux étaient un accord, et comme De Gaulle le disait à Alger, dans une conférence à l'Alliance française, je crois que c'était en 1943, la France manque au monde. Donc, elle doit le retrouver. Mais la France, si elle veut retrouver le monde, ne doit pas être la même qu'en 1939. C'est une idée, et c'est une idée qui change dans l'histoire et qui s'approfondit. Or, je vois sur la scène politique française des gens qui ont une partie d'une approche sur ça, mais qui voient plutôt le sens identitaire ou le sens national derrière une ligne Maginot, et une ligne Maginot, ça se fait toujours prendre par derrière. Mais est-ce que vous voyez... J'imagine que... Enfin, c'est pas que j'imagine. Je vois d'ailleurs des militants de Solidarité et Progrès, souvent dans la rue, militer, aller voir les gens. Et parmi eux, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ceux-là, justement, ces jeunes ont compris dans quelle nasse la France se trouve? Ah ben ceux qui sont à Solidarité et Progrès, oui, mais ce ne sont pas des jeunes. Voilà un jeune, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes intéressés, mais c'est très difficile compte tenu de tout ce que j'ai dit. Ce que vous avez dit aussi, la soi-disant libération sexuelle, ce que Poutine attaque, ce qui lui assure toute sa popularité en Afrique. C'est pas seulement la puissance, Wagner, l'économie ou quoi que ce soit. Il y a ça. L'appel à une tradition de formation des pouvoirs créateurs de l'esprit, y compris chez les femmes. On oublie qu'en Chine, comme il y a des problèmes avec les femmes en Chine et en Russie, ça je le nie pas, mais en Chine, 52% des chefs d'entreprise sont des femmes. En Russie aussi, il y a cet élément-là. Mais des femmes qui ne sont pas les femmes, comme on dit, MeToo, on veut nos droits, et qui en même temps montrent leurs jambes, ou beaucoup plus, un peu partout. La réalité, c'est de retrouver un sens de l'être humain en tant qu'humain, indépendamment de toute apparence biologique ou de toute apparence physique. C'est pas la perception. Et justement, ce système-là, quand on parlait avec Larouche en 1974, est un système qui a démarré dans l'économie. C'est pour ça que c'est marrant, le 15 août 1971, Mélenchon le dit maintenant, il l'a découvert, il a mis à peu près, 40 ans ou 50 ans à le découvrir, c'est le système de annuler Bretton Woods et où on est rentré dans le Far West. Dans le Far West économique, et en même temps, avec mai 68, Woodstock et tout ça, dans le Far West des comportements humains. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut revenir au passé, il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Mais ça veut dire qu'il faut définir un avenir avec une volonté politique, avec un dessein et un projet. Bien sûr. Il n'y en a pas. Et les gens attendent cela, c'est ce qu'ils attendent. Vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, je voulais saluer les militants de Solidarité et Progrès, que je rencontre souvent à Saint-Ouen, j'habite Saint-Ouen, qui sont très sympas au demeurant d'ailleurs. Je voulais les féliciter parce que c'est... Ils sont trop sympas alors. Non mais je vais vous dire une chose, militer comme ça, un peu à l'ancienne, sur le trottoir, mettre un petit panneau et aller voir les uns les autres, leur dire voilà, la finance c'est ça et ça... Eh ben, c'est pas évident parce que les autres partis ne le font pas. Il faut se le dire. Et puis, il faut, sortir d'une forme... sur le web, hein, ça nous paraît essentiel de faire les deux. Oui, mais... Une résonance. Oui, mais le militantisme terrain et physique, d'ailleurs, il faut sortir d'une forme de timidité, si je puis dire, d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, de lui dire, écoutez, monsieur, je vais vous parler de finance internationale, et ça prouve que c'est des gens qui croient dans ce qu'ils font, et je voulais les saluer. Je peux remettre les pieds dans le plat? Allez-y. À l'époque, c'est ce que faisait le Parti communiste, qui essayait sa société. C'est vrai. Aujourd'hui, et là je vais choquer tout le monde, c'est ce que fait le Rassemblement National, le Front National. Beaucoup moins. Beaucoup moins, mais à un autre niveau. À l'époque, c'était des militants.
qui étaient des militants qui organisaient la vente de l'humanité, par exemple, 2 fois par semaine. Hein. C'était vraiment du sérieux. C'était un peu le niveau lutte ouvrière de plus tard. Mais ce que fait quelque chose comme le Rassemblement national, qui est très faible dans le niveau culturel, hein, nul, et aussi dans le niveau vis-à-vis de l'Ukraine, bon, ça c'est une autre question. Mais ce qu'ils font, ils ont des sympathisants. Et il y a des endroits, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont des voix, où il n'y a pas de militants du Front National, il n'y a pas de cadre organisé, mais il y a des sympathisants. Et les sympathisants se parlent. Et ils disent, on est au point où tous les autres, et ils ne connaissent pas autre chose, où tous les autres ont sombré, ont déchu, sont nos ennemis, pense-t-il, il faut en essayer une nouvelle. C'est le grand argument. Est-ce que vous repartirez, c'est ma dernière question avant le grand débat, est-ce que vous repartirez en élection ou sinon est-ce que vous avez des héritiers? J'ai des héritiers, un certain nombre, et je pense que ce qu'on attend, ce qui est attendu, c'est pas une des pires calomnies qu'on ait pu me faire, c'est que je suis un homme politique. C'est devenu une calomnie, c'est terrible à dire, parce que ça ne devrait pas être, mais c'est comme ça. Comment vous définiriez? En penseur? Non, un inspirateur. Un inspirateur. Un inspirateur. C'est un très beau mot. Un inspirateur, mais un inspirateur qui ne doit pas avoir peur de dire des choses qui briseront ou changeront la règle du jeu. Un de mes films préférés, c'est La règle du jeu de Jean Renoir, qui montre bien ce milieu-là, ce qu'était la France, qui, si vous regardez La règle du jeu, vous comprenez pourquoi elle a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même climat. Ce climat de doute agréable, de un peu mélancolie vis-à-vis du passé, de détachement, de hargne chez les élites vis-à-vis du peuple, d'ignorance. On a toute cette espèce de climat-là. Alors, il ne faut pas assimiler 2 époques de l'histoire, elles sont très différentes. Mais quelque part, c'est aujourd'hui plus grave parce qu'il y a les écrans. Et il y a tout ce monde des écrans qui est introduit dans le virtuel et dans un système de virtuel dans lequel les gens sont plongés très jeunes. J'ai été très frappé, parce que ça montre qu'il y a une réaction, même dans le Nouvel Obs, qui avait... L'Obs fait le Nouvel Obs, ça change tout le menton, de toute façon, les gens en France, avait dit à un certain moment que c'était très bien, que les jeux vidéo, ça permettait les pouvoirs créateurs. Puis d'un seul coup, on voit apparaître aujourd'hui, c'est pas intéressant vis-à-vis du Nouvel Obs. C'est intéressant par rapport à la perception qu'ils ont, que ça se passe dans l'opinion en France, qui ont dit c'est quand même terrible. Il y a des cas où les mères, pendant qu'elles allaitent leur bébé, elles regardent leur portable. Que fait le bébé à ce moment-là? Il regarde le portable, pas la mère. C'est vrai. Et ça, je l'étends à toute... et là, on est dans une société où tous les gens qui ont plus, je dirais, de 20 à 25 ans, tous ont eu des parents qui étaient dans cette société, de ce que j'ai décrit dans des discussions avec Larouche, ils ont été imbibés dans ça, et ils ont imbibé dans une société où les gens étaient formés dans des écrans, et où de moins en moins à l'école. Merci à vous, cher Jacques Cheminade. On va passer à la grande discussion avec nos amis tout autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. T'as pas 200 francs? Si. Lui, c'est Lucas. Et il fait les mauvais choix. Je te les rendrai. Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous. On en fera bon usage, pas comme nos élites. Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue. On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.